Bonjour et bienvenue à l'atelier pour cet épisode dédié au revolver MR73 de Mannurin. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à son sujet? Eh bien, c'est tout simplement le fleuron de l'armement français des années 70. Il est d'une construction, d'une robustesse exceptionnelle. Il a une réputation de précision formidable. Il a un mécanisme de détente hors pair. Il est extrêmement cher. Et ah oui, hashtag SGIGN. Je crois que j'ai tout dit. Merci, à la prochaine. Et c'est l'heure de l'apéro en plus, chouette. Ah, vous êtes toujours là? Bien sûr, c'était une simple plaisanterie. Il y a bien plus de choses à raconter. Alors, ce que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est d'examiner le mécanisme de détente, puisque sa réputation est entièrement justifiée. Alors, on va faire sauter la plaque de recouvrement et regarder exactement ce qui se passe. Alors, celui-ci est un modèle sport, 4 pouces. Et donc, il date d'environ fin 82, début 83 à peu près. Malheureusement, il n'y a pas de catalogue sur lequel on peut regarder les dates définitives. Donc, c'est une production Mulhouse-Burzwiller. La production Chapuis est facilement identifiable puisque le numéro de série commence par un HA, tandis que toute la production purement Mannurin aura une lettre simplement. La lettre va dépendre du modèle. Donc celui-ci étant Sport 4 pouces, commence par un K. Donc, j'ai mes tournevis. On y va. Alors avant le démontage, je pensais que je voulais juste vous faire voir. Alors avant le démontage, je pensais que je vous ferais voir quand même la boîte d'origine. Donc manufacture de machines du Haut-Rhin, d'où vient Mannurin, Mulhouse-Burzwiller. Alors ce fut en fait fondé par un Allemand en 1919, un certain Jules Spengler, peut-être Julius Spengler. Et en fait, ils ont construit principalement des machines alimentaires. Et c'est seulement en 1922 qu'ils commencent dans les directions des armes par la production de munitions. Alors, dans le carton, nous avons donc le revolver. Ici, nous avons une série de clés hexagonales pour l'ajustement des ressorts. Normalement, ici, il y aurait un petit tournevis. Et là, nous avons donc un kit de nettoyage assez rudimentaire. Et dans ce cas, ici, un deuxième cylindre. Donc celui-ci, en fait, c'est le cylindre 357 Magnum. Et normalement, ça devrait être l'emplacement pour le cylindre 9 mm qui est actuellement dans l'arme. Ça, on regardera ça plus tard. Ce qu'il faut noter, c'est que le cylindre 9 mm était un accessoire. Donc c'était livré sur commande et ils ne sont pas numérotés au revolver. Donc il n'y aura pas une paire, numérotée à une arme particulière. D'ailleurs, ils n'ont aucun numéro. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Nous avons une feuille qui note l'ajustement pour la hausse. Donc c'est, comme il dit, 1/8 de tour, donc un clic sur la hausse avec le résultat à 25 mètres selon le modèle et la longueur de canon. Il faut noter, donc celui-ci c'est une hausse d'origine qui est apparemment d'origine suisse, mais je ne sais pas qui l'a fournie. Il semble qu'ils ont changé de style de hausse avec le temps. Il y en a une qui s'appelle la hausse Miller US, mais je crois que ça a encore changé depuis, mais là je peux pas confirmer. Les vidéos là, récentes que j'ai vues sur les nouveaux modèles distribués par Beretta en 2 points blancs aussi, et puis un peu moins large. Enfin, celle-ci est déjà une hausse excellente. On voit que c'est vraiment fait pour le tir sportif. On a vraiment un visuel très très net. Autre petite remarque, puisque je suis là.
Le marquage ici sur le canon est à gauche. Ceci a changé jusqu'à 1981, c'était côté droit ici. Donc c'est aussi une petite méthode pour avoir une idée de l'âge de sa pièce. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, il y a une première brochure, ici celle-ci en allemand, avec un beau éclaté, quelques détails techniques, conseils de nettoyage, démontage. Ici, il y a une petite pub pour le cylindre 9 mm. Et j'ai aussi deux manuels d'utilisation en français et en allemand. Notez que sur la notice en français, il y a le groupe Matra. Donc ceci, l'association au groupe Matra commence en 1978. Et en fait, Matra prend le contrôle en 1983. Donc ça date aussi, comme j'ai dit, comme je n'étais pas sûr si c'était 82 ou 83, vu que c'est maintenant groupe Matra, c'est peut-être donc 83 pour la date du revolver. Et dedans, il y a même ici le certificat d'épreuve, malheureusement sans date, ce que je trouve un peu bizarre. Et voilà. Alors commençons par enlever la poignée. Donc c'est une poignée ici Trausch en caoutchouc. Cette boîte a cessé d'exister depuis longtemps, mais si je me souviens, les moules ont été transférés et c'est encore le même modèle de base qui sert sur la production actuelle. Chose intéressante ici, c'est le logement pour la clé hexagonale. Donc c'est justement la taille pour celui nécessaire pour ajuster la vis de butée de la détente et aussi le ressort de rappel de détente qui est caché actuellement. Et ne vous inquiétez pas, elle ne peut pas sortir et venir bloquer le ressort du chien puisque justement le logement ici est fermé par la plaque opposée. Alors ici, autre détail intéressant, la plaque de recouvrement ici a 3 vis. Les modèles plus récents ont maintenant plus que 2 vis, celle-ci. Celle-ci disparaît, elle est remplacée simplement par un angle entre la plaque et la carcasse, qui donc le coin supérieur ici. Le changement a eu lieu quelque part entre 1984 et 86, je ne sais pas exactement. Alors, juste pour simplifier les choses, je vais enlever le cylindre. Il faut de toute façon que j'enlève cette vis ici. Voilà. Donc pour changer le cylindre, c'est vraiment simple. Ensuite, ici en haut. J'espère que ça brille pas trop, mais malheureusement, grâce à la finition, il n'y a pas vraiment grand chose à faire. Bon, l'ajustement ici est vraiment impeccable. Il faut vraiment y aller doucement pour soulever. Et voilà. Donc voilà la qualité de la finition ici à l'intérieur. Il n'y a aucune trace d'usinage. Et il reste juste cette finition satinée à l'intérieur. Donc ceux qui s'y connaissent en revolver vont peut-être reconnaître le mécanisme. Il s'agit en effet d'une adaptation du mécanisme Smith & Wesson M et P de 1905. Malgré ceci, on voit clairement qu'ils ont très très bien étudié et raffiné le mécanisme pour qu'il y ait de la matière là où c'est nécessaire et aussi que les matériaux soient durcis uniquement là où c'est nécessaire. Donc malgré le même nombre de pièces, plus ou moins, ça prend beaucoup moins de volume si on compare avec l'équivalent Smith & Wesson. Et ceci sans compromettre et même augmenter la solidité du mécanisme.
Alors j'ai remis le barillet en place, puisque sinon ça verrouille le mécanisme, bien sûr. Alors je vais enlever le ressort du levier de barillet. Alors celui-ci est du deuxième type. Le tout premier était un ressort en fil, style épingle à nourrice. Mais apparemment, le levier avait tendance à rebondir lors du tir à double action assez viril. Donc ils l'ont changé assez rapidement par ce profil ici en tôle. Je vais aussi enlever le levier lui-même, c'est pas nécessaire. Alors, donc, en simple action, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est le système classique. Par contre, ici, en double action, on voit la grosse différence avec le mécanisme Smith & Wesson, c'est cette glissière, ici, qui est actionnée par un deuxième ressort, qui est imbriqué ici dans la carcasse. Et c'est ici le secret du double action du système Manurin. Alors, ce que nous avons sur cette glissière, c'est 4 galets, donc 2 de chaque côté, qui cheminent sur dans 2 rainures usinées dans la carcasse. On en voit un ici. Et il y a un 5e, ce que je vais appeler le galet de butoir, de butée plutôt, avec lequel le ressort est en contact. Donc celui-ci est flottant, donc il est monté sur le même axe que les galets, mais il n'est pas en contact du tout avec la glissière. Donc comme on voit, quand on bouge la détente, il y a tout l'ensemble ici qui bouge. Et en fait, ce système ici a été breveté par un employé de Manurin, un certain Gilbert Maillard. Dès 1973, ça fut déposé. Donc brevet français, britannique, allemand, US aussi. Donc ils ont très bien protégé la propriété intellectuelle de ce système. Et dans ce brevet, il y a un superbe dessin que je vais utiliser pour vous expliquer pourquoi cette petite glissière ici donne une détente double action tellement agréable. Alors on va faire un peu de physique maintenant. Ce qu'on voit ici, c'est plus ou moins ce qui est ici sur le revolver. On a l'arrière de la glissière, le galet de butée et ici le ressort de détente. Donc ici nous avons une situation de repos avec les lignes pleines et ça veut dire que le ressort exerce une force F0 sur la glissière et donc la détente. Donc cette force F0 c'est le minimum pour ramener la détente en avant et en même temps pour verrouiller le chien dans sa position de sécurité. Donc il faut quand même qu'il puisse pousser légèrement le chien vers le haut pour qu'il bascule en arrière pour être verrouillé par les 2 sécurités ici. Alors ce qui se passe dans le mécanisme classique Smith & Wesson, c'est que cette glissière ici est sollicitée par un ressort boudin qui est lui-même embuté contre simplement une goupille dans la carcasse. Donc ça veut dire que lorsqu'on appuie sur la détente, la glissière chemine en arrière et vient comprimer le ressort boudin qui bien sûr augmente la force que le tireur ressent sur la détente jusqu'au moment de lâcher. Et c'est absolument pas ce qui se passe dans ce mécanisme ici. Donc, comme j'ai dit ici, c'est la situation de départ. Lorsqu'on appuie sur la détente, la glissière chemine en arrière. Et ça veut dire que le point de contact ici monte vers le haut. Donc ici,
dans cette position illustrée. Ça veut dire que la force n'est plus du tout dans l'axe de la détente, de la glissière. Donc nous avons une normale ici, F. Et si on décompose cette force dans les éléments horizontal et vertical, F1, F2, on peut plus ou moins ignorer la partie F2, puisque ceci est absorbé par la glissière et ces 4 petits galets qui supportent la glissière ici, qui sont directement en appui sur la carcasse. Et il nous reste donc simplement le composant F1 ici, qui est lui est dans l'axe de la glissière. Et c'est celui-ci qui est ressenti par le tireur. Et en fait, en choisissant judicieusement les caractéristiques élastiques et géométriques du ressort ainsi que la forme du galet de butée ici, il est possible d'équilibrer la force F1 pour que lors de tout le chemin, la trajectoire vers l'arrière de la glissière, la force F1 reste sensiblement constante. Et voilà le grand secret. Donc il ne faut pas oublier que, en plus de l'ajustement du ressort de ce mécanisme de détente, on peut aussi ajuster le ressort principal du chien. Ça veut dire qu'on peut trouver un équilibre entre les deux pour ses préférences et ses besoins en termes de détente. Ce qui m'étonne fortement, c'est que donc, le brevet fut déposé en 1973 et si on pense que le brevet aura une vie maximum de 20 ans avant d'entrer dans le domaine public, personne ne semble avoir exploité ce mécanisme donc après ces 20 ans théoriques. Le revolver Colt, par exemple, utilise un mécanisme complètement différent. Je suppose que c'est simplement une question de coût de manufacture. C'est vrai qu'il faut quand même très bien ajuster la carcasse. Aussi, cette glissière doit être bien ajustée. Mais avec les méthodes de production, maintenant presque 50 ans en avant, je pense que ça pourrait se faire. Mais voilà, peut-être que ça reviendra. Ce que je propose maintenant de faire, c'est d'examiner le barillet 9 mm d'un peu plus près, puisqu'il est aussi assez particulier. Et ensuite, simplement de faire une comparaison donc, avec mon revolver du tir avec du 38 spécial et du 9 mm para à 25 et 50 mètres pour voir un peu la différence de performance. Alors voici les deux cylindres, 357 Magnum 38 spécial ici en haut et le 9 para ici en bas. Et pour changer, il faut simplement sortir le pivot de barillet de l'arme, enlever un cylindre et le remplacer par l'autre. Donc on voit vraiment l'ajustement excellent de la pièce, quel que soit le cylindre. Heureusement, il y a une différence visuelle entre les deux. Si pour une raison ou une autre, on ne peut pas vérifier en sortant le cylindre de l'arme. Et c'est cette rainure ici, sur la périphérie arrière du cylindre 9 para. Donc ça permet d'avoir une référence à la fois visuelle et tactile pour savoir quel cylindre est monté sur l'arme. Pour moi, ça ne sert pas à grand chose puisque pas mal de fois, je suis allé au stand avec les mauvaises munitions dans le sac. Alors le barillet 9 para n'utilise pas de moon clip, il n'en a pas besoin. Et ceci grâce à un système inventé une fois de plus par Gilbert Maillard. Donc, il y a un aperçu du brevet là qui est peut-être un peu plus clair. Alors en fait ce que nous avons c'est que pour chaque ouverture dans l'étoile d'éjection il y a un ressort, donc chaque ouverture est indépendante et ce ressort a un petit saillie à chaque bout. Donc ceci est nécessaire pour attraper la gorge de la cartouche, sinon comme il n'y a pas de bourrelet, la cartouche pourrait s'enfoncer. Et ce qui est important, c'est que donc, ces petits saillies ici sont en regard l'un de l'autre, mais pas au diamètre maximum de la cartouche. Donc au lieu de être à cette hauteur-là, ils sont légèrement plus bas. Et la conséquence de ceci, c'est que lors de l'éjection, des cartouches, des étuis peuvent tomber librement.
Donc ça permet une éjection rapide, même si, lorsqu'il faut charger, il faut quand même s'assurer que c'est bien clipsé. Donc, ce qui est bien sûr pas nécessaire sur le cylindre 38 spécial et 357 Magnum, c'est une cartouche à bourrelet, donc ça tombe simplement librement dans le cylindre. Donc, comme j'ai indiqué en début de vidéo, ces cylindres 9 mm para étaient disponibles indépendants des revolvers, et concernant les performances au tir, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait il y a eu un léger changement dans les dimensions du canon. Donc jusqu'au numéro de série 39200, le diamètre du canon était de 8,76 mm, donc parfait pour le 9 mm, et donc supérieur à ce numéro de série, les dimensions devient 9,05 mm, donc légèrement plus large, et ça veut dire que les performances avec un cylindre 9 mm avec des armes donc plus récentes peuvent être légèrement inférieures comparé avec un ancien modèle, si l'on veut. Erzähl sie eins. Was? Das ist ein bisschen kleiner, gell? Hä? Das ist ein bisschen kleiner. Da? Hast du das dran? Ja. Ja. Was ist das? Ja. Ja. Also der 9er hat nicht geschossen. Das ist. Donc je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu beaucoup de difficultés pour bien grouper à 25 mètres. Aucun problème à 50. On a vu quand même une différence marquante entre 9 et 38 à 50 mètres. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réglé la hausse pour 38 spécial à chaque distance, et ensuite je ne l'ai pas touché quand j'ai changé de cylindre pour le 9 mm. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite différence, surtout à 25, qui était intéressant. Et aussi, ça prouve très bien que tout ce qu'on peut faire avec 6 pouces, on peut le faire avec 4. Alors, je vais me permettre d'utiliser une expression dont j'ai absolument horreur, mais justifiée dans ce cas, c'est que le revolver tire beaucoup mieux que moi. Et toutes les erreurs sur cible sont de ma faute, il faut juste que je m'applique. Alors, en termes d'armement, le modèle 73 ne fut pas le dernier revolver. Il fut suivi par le modèle 93, un peu futuriste sur les bords, et le modèle 96, qui était une tentative d'avoir un modèle 73
économique, on va dire. Malheureusement, ils n'ont eu aucun succès commercial. Ceci dit, j'en cherche un exemple de chaque, puisque mécaniquement, il reste très intéressant. Bien sûr, avant le modèle 73, il y a eu aussi la licence avec Walter pour produire le modèle PP, PPK et P38. Mais Manhurin n'a pas produit que des munitions et des armes. Si vous vous souvenez tout au début, j'ai dit qu'en fait ils ont commencé dans le secteur de l'industrie alimentaire et au fil du temps ils ont diversifié dans différents secteurs. Il y avait aussi des instruments de métrologie, donc ça c'est des instruments de précision. Aussi j'ai découvert qu'ils ont produit des scooters. Voici un super modèle SM75. En fait, il s'agissait d'une licence donnée par une société bavaroise, DKW. Et en fait, au bout d'un moment, DKW a stoppé la production et a donné l'exclusivité à Manhurin. En ce qui concerne toutes ces divisions, en fait, une fois que Matra a repris Manhurin, il y a eu la crise économique dans les années 70-80 et toutes ces divisions ont fermé la porte. Il restait juste les munitions et les armes. Et ensuite, Chapuis a donc repris l'armement. Les munitions ont suivi une autre course avec des autres acquisitions et transferts. Là, je n'ai pas vraiment une idée de ce qui s'est passé. Mais maintenant, nous avons la bonne nouvelle que Beretta a repris la production et la distribution de Chapuis, donc on peut continuer à apprécier ce revolver exceptionnel. Donc voilà, je suis à la fin, j'espère que j'étais pas trop fanboy pour tout l'épisode, et je vous retrouve la prochaine fois.